Job Radio présente Superfast, un podcast avec Julien Dauza. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Superfast. 15 minutes de conseils et d'infos pratiques pour permettre aux entrepreneurs de comprendre la crise qui les touche et envisager l'avenir. Et pour présenter cette émission, à mes côtés, Jean-Baptiste Vénin de Job Radio et Startup Media. Salut Julien, bonjour à tous pour cet épisode, comme pour tous les autres d'ailleurs de cette première saison. Vous pouvez les écouter en intégralité en écoutant jobradio.fr, en téléchargeant l'appli Job Radio ou en vous rendant également sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce deuxième épisode, Julien, nous avons décidé de nous doter d'une vision macroéconomique de cette crise. En effet, Jean-Baptiste, quand tu diriges une startup, une scale-up, c'est valable aussi pour n'importe quelle entreprise. Tu es focus sur tes clients, tes partenaires, tes équipes. Tu n'as pas toujours le temps pour suivre l'environnement économique ou réaliser une étude stratégique de ton environnement afin d'anticiper les changements. C'est pourquoi, dans cette période, il paraît nécessaire d'apporter des clés de lecture à nos auditeurs. Alors chaque mois de confinement implique une perte, par exemple, de 60 milliards d'euros pour notre pays. La consommation des ménages en France a chuté de 18%. Plusieurs millions de Français sont aujourd'hui au chômage partiel. Le gouvernement qui prévoit un recul de 8% du PIB en 2020. Une fois que l'on a dit cela, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour ma part, j'ai envie de rester optimiste. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast. Ces chiffres que je viens de vous énoncer, ils sont rappelés dans un article du magazine Forbes. Denis Gallo, qui est directeur du Startup Lab de Neoma Business School, estime que les startups, malgré les idées reçues, pourraient être celles finalement qui s'en sortent le mieux de cette crise sanitaire. Et il explique pourquoi. Leur structure, leur fonctionnement, leur capacité à revoir leur modèle, leur agilité également à se tourner vers d'autres marchés, à mobiliser leurs équipes pour s'adapter à de nouvelles règles. Et si finalement leur fragilité annoncée devenait un atout, eh bien c'est tout simplement réjouissant à lire et j'avais envie de vous en faire part. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article en question sur Forbes.fr. Alors Julien, pour ce deuxième épisode de Superfast et pour illustrer cette question sur notre environnement économique pendant cette période de confinement, tu as décidé de recevoir une référence en la matière, une pointure, Jérôme Kriel, directeur des études à l'Observatoire français des conjonctures économiques, professeur associé à Sciences Po Paris et à l'ESCP. Alors, en quelques mots, Jérôme Kriel, c'est un économiste français renommé et ses travaux, ses recherches portent sur les politiques économiques et les questions européennes. Avec le département d'analyse et de prévision de l'OFCE, il vient de rendre public une première évaluation des effets de la pandémie du Covid-19 sur l'économie française. Bonjour Jérôme. Alors, peux-tu nous dire quelle est la situation actuelle de l'économie en France, en Europe et dans le monde ? Ça va être difficile. Au moment où on se parle, on est en confinement en France. Il y a énormément d'incertitudes sur le coût économique engendré par ces semaines, voire ces mois de confinement. Il y a beaucoup d'évaluations qui ont surgi de la part de différents instituts. L'OFCE a communiqué il y a 2 semaines sur une chute du produit intérieur brut de 2,6% par mois de confinement, avec l'idée que 2 mois de confinement vers lesquels nous tendons réduiraient l'activité de la France de près de 5 à 6%. Il y a eu de nouvelles évaluations réalisées récemment par le ministère de l'économie en France qui était beaucoup plus proche de 7 voire de 8%. Donc au moment où on se parle, ce qui est très incertain, c'est le montant de chute d'activité que va connaître l'économie française. Ce qui est certain, c'est que l'économie française, au cours de l'année 2020, sera en récession. Au moment où nous parlons, elle est déjà en récession, cette économie française. Donc là, c'est vrai que tout le monde peut le constater aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on peut avoir et que les entrepreneurs peuvent avoir. Et du coup, quelle est la situation un peu, en Europe et dans le monde de façon plus générale ? Alors plus généralement, le monde entier sera en récession dans le courant de l'année 2020, avec une récession qui sera plus forte pour les pays les plus avancés comme les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni, que pour les pays en développement qui, par nature, ont toujours une croissance plus dynamique, pour la simple raison qu'ils sont émergents ou en développement. Ils ont une croissance
plus accéléré que ceux qui ont pris de l'avance sur eux, les pays avancés. Mais en tout état de cause, même ces pays émergents et ces économies en développement subiront une récession dans le courant de l'année 2020 à cause du confinement, à cause de la chute du commerce international, de la rupture des chaînes d'approvisionnement, de la chute de l'offre de travail, parce que les salariés sont tenus de rester chez eux, ne peuvent pas tous télétravailler. Donc on a une très profonde chute de l'activité économique en 2020. D'accord. Et pour 2021, on peut penser que du coup un redressement est possible? Alors on prévoit, c'est-à-dire que les prévisionnistes économiques, ceux du Fonds monétaire international, ceux de l'OCDE, ceux de l'OFCE, ceux de l'INSEE en France, de la direction du Trésor, etc., les banques centrales, tout le monde prévoit cette récession en 2020 et prévoit un fort rebond de l'activité économique qui démarrerait, nous l'espérons, au dernier trimestre, voire à partir de septembre de 2020 et qui signifierait un fort rebond de l'activité économique, c'est-à-dire la demande en provenance des consommateurs et des entreprises rebondirait et la production des entreprises privées pourrait rebondir de manière assez importante. Les chiffres du FMI qui ont été rendus publics cette semaine disent qu'il y aurait une récession en 2020 du monde de 3%, donc une chute du produit intérieur brut mondial de 3% et un rebond du double en 2021, donc 6% de croissance économique attendu en 2021 pour essayer d'éponger la crise coronavirus. On peut dire que c'est un peu rassurant, on voit un peu de visibilité en se disant tiens bon, on a du mal à prédire l'avenir, mais néanmoins on sait que la reprise devrait être forte. Je me permets juste de dire que tout ça est évidemment incertain parce que au moment où nous nous parlons, nous ne savons pas encore quand nous sortirons tous effectivement du confinement. Il a été prolongé notamment en Inde, c'est quand même une partie importante de la population mondiale. On sait qu'il a été prolongé en France. On ne sait pas non plus si malheureusement il ne pourrait pas y avoir un rebond de l'épidémie et de la pandémie qui limiterait à nouveau le déplacement des individus. Donc oui, il y a de l'espoir parce qu'il y a toujours de l'espoir, mais il faut être extrêmement prudent avec les chiffres économiques qui sont aujourd'hui discutés parce qu'ils ont cette incertitude. Ouais, c'est sûr. Et du coup, est-ce que les aides françaises sont suffisantes? Là, on va s'en tenir à la situation française. Il est indéniable que le gouvernement français prend la mesure de la crise économique et de ses conséquences sur les entreprises privées, quelle que soit leur taille, et sur les salariés par l'octroi de primes pour celles et ceux qui nous soutiennent tant dans les hôpitaux, par les situations de chômage partiel qui ont été rendues possibles et qui favorisent à la fois les entreprises et leurs salariés, par un certain nombre de retards de paiement sur les impôts. Donc oui, le gouvernement français prend la mesure de la profondeur de cette crise et je voudrais ajouter que la Banque centrale européenne le fait également. La Banque centrale européenne a annoncé dès le 12 mars 2020 des mesures exceptionnelles en faveur des banques, des opérations de refinancement à long terme que propose la Banque centrale européenne aux différentes banques de la zone euro. Ces opérations à long terme le sont désormais à des taux d'intérêt négatifs, à moins 0,5%, ce qui permet à nos banques de bénéficier de lignes de financement à des taux très intéressants, puisque ces taux sont négatifs, dont on s'attend à ce qu'elles les répercutent vers leurs clients. Qui sont les clients des banques? Eh bien, ce sont les entreprises privées de toute taille et les ménages. Par ailleurs, la Banque centrale européenne a annoncé toujours le 12 mars un montant de 1 000 milliards d'euros de lignes de refinancement à long terme vers les banques, mais cette fois-ci ciblées prioritairement vers l'octroi par nos banques de crédits aux entreprises et aux ménages et d'opérations de financement sur les marchés financiers. 1 000 milliards d'euros qui peuvent circuler dans l'année 2020 pour soutenir les entreprises privées et éventuellement aussi soutenir les crédits aux ménages pendant toute la durée de cette crise. Et par rapport du coup à cette crise, est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau paysage économique lors du déconfinement? C'est vrai qu'on parle beaucoup d'un moment donné de la régionalisation des économies. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Alors à très court terme, non, dans la mesure où c'est forcément coûteux de rapatrier une partie de sa ligne de production qui était en Chine vers la France, par exemple. Donc ça prend forcément du temps. Donc ce n'est pas au moment du déconfinement qu'on aura une régionalisation amplifiée et immédiate. Ce qui va se produire, c'est effectivement, et qui commence à se produire, c'est un questionnement sur les ruptures d'approvisionnement que nous avons subies en France et ailleurs du fait de la désindustrialisation de nos économies. Donc cette réflexion sur une réindustrialisation, elle a déjà démarré
et elle va devoir produire des effets au plus vite parce qu'il n'est pas possible d'imaginer devoir patienter pendant des mois pour obtenir des masques parce que nous produisons nos masques très très loin des endroits où nous les utilisons et ce qui se passe pour les masques se passe pour une partie des iPhones. On sait tous très bien que par exemple dans les iPhones d'Apple, il y a une partie de la valeur ajoutée qui est minime, qui est réalisée en Chine. Vous avez une crise qui démarre en Chine et une rupture d'approvisionnement en Chine et vous ne pouvez pas produire comme par le passé les mêmes iPhones alors que la valeur ajoutée provenant de Chine est dérisoire, mais elle coupe tout, elle coupe toute la chaîne de production. Donc ce qui vaut pour les iPhones vaut pour toutes les productions internationales que nous avons eues jusqu'à présent dans le cadre de cette mondialisation, qui répondaient à beaucoup d'enjeux, la recherche des coûts les plus bas, parfois la recherche de l'extension de marché. Donc si c'était cette seconde option qui favorisait la mondialisation, elle se poursuivra, on continuera de produire en Chine pour toucher le marché chinois. Si c'est juste pour faire des économies de coûts, on se rend compte aujourd'hui que ces économies de coûts sont très coûteuses finalement parce que elles obligent les entreprises à ne pas produire pendant quelques semaines, quelques mois, en dehors de toute considération de confinement local. Je parle bien d'une situation où c'est le confinement en Chine qui provoque une chute de production d'entreprises françaises avant même que la France rentre en confinement. Évidemment, on rentre aussi en confinement, ça intensifie les difficultés pour nos entreprises. Et donc cette régionalisation, vous avez raison, il va falloir qu'on y repense. Et une façon qu'on aurait, nous, Européens, nous, Français, d'y penser, serait d'adopter une politique industrielle beaucoup plus ambitieuse au niveau de l'Europe. On verra si on en est capable. Ça réduirait les coûts de transaction, ça réduirait les coûts de transport, on irait bien moins loin. On aurait peut-être l'assurance de partager les mêmes normes sanitaires et de sécurité en Europe. Ce serait peut-être une régionalisation qui resterait internationale au niveau de l'Europe de notre politique industrielle, mais ça n'arrivera pas d'un coup de baguette magique et dans les prochains mois. Et cette crise, est-ce qu'elle peut amener aussi des opportunités pour nos modèles économiques? Est-ce que ça peut amener là aussi en termes de changement? Pour les industriels, les entrepreneurs les plus agiles, il est certain qu'il y a des opportunités à saisir. D'une part parce que les coûts de financement sont très très faibles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les capacités de refinancement des banques auprès de la Banque centrale européenne sont quasi illimitées aujourd'hui, ce qui laisse augurer de capacités pour nos entrepreneurs à bénéficier de lignes de financement de la part de leur banque pour innover, pour trouver des solutions qui renforcent le secteur sanitaire de telle sorte à pouvoir produire les appareils dont nous avons besoin, les respirateurs au plan local dont nous avons besoin en cas de pandémie, trouver des solutions le plus rapidement possible à la transition écologique. On a le sentiment que cette crise sanitaire trouve une partie de ses causes dans le non-respect de notre environnement et donc il est très très important de nous tourner vers cette transition écologique. Et je pense qu'avec les milliards d'euros qui circulent et les idées des entrepreneurs individuels ou des grandes entreprises, on doit pouvoir saisir des opportunités compte tenu de coûts de financement qui sont, je le rappelle, vraiment, vraiment très faibles. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on pouvait entendre sur le Made in France, voilà, la production en Europe et notamment, voilà, cette question qui est primordiale, qui est la question de la RSE et de la production peut-être un peu plus locale, prend là toute son importance. Oui, elles prennent tout leur sens dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, hein, savoir que certains produits ne sont plus disponibles parce qu'ils ne sont pas produits localement, alors que nous les avons produits localement, alors que nous avons eu les ressources à une époque pour les produire, paraît inadmissible aux consommateurs. C'est une situation dont les consommateurs ont sans doute profité à un moment ou à un autre via la baisse des prix des produits qu'ils consommaient, mais qui a un coût, c'est celui de l'incapacité à pouvoir les demander en période de crise. Et puis, c'est aussi le problème éventuellement d'une moindre qualité des produits que nous consommons quand ils viennent de très loin et que nous contrôlons insuffisamment. Donc, je pense que cette crise est profonde, qu'elle est prise en charge de manière très consciente par les pouvoirs publics, les gouvernements de l'ensemble des États, les banques centrales partout sur la planète, elles aident. C'est vrai qu'il va y avoir des coûts, hein, il y a une chute de l'activité, il va certainement y avoir une montée du chômage, il va falloir trouver le moyen de réduire ce chômage au cours de l'année 2021, mais on l'a dit tout à l'heure, il y aura plus de croissance, donc il y aura plus de demandes de travail, et il y a des capacités de financement qui vont, je l'espère, se poursuivre tout au long de l'année 2021, des projets européens pour relancer
la régionalisation européenne, sa politique industrielle, sa politique sociale également, de telle sorte à essayer de renforcer nos solidarités pour être ce qu'on espérait être il y a bien longtemps, il y a 60 ans, une zone beaucoup plus autonome, l'Europe, l'Union européenne, une zone beaucoup plus autonome par rapport au reste du monde, avec une autosuffisance alimentaire, c'est ce qu'on voulait faire initialement. Il nous faudrait aussi un peu plus d'autosuffisance industrielle, de telle sorte à voir nos niveaux de vie augmenter. On te remercie, Jérôme, d'avoir permis à nos auditeurs de mieux comprendre la situation actuelle afin d'envisager le futur. Et on te dit à bientôt. Merci à toi et bon courage à tous. Merci à Jérôme Kriel d'avoir répondu à l'invitation de Superfast. Julien, en guise de conclusion, quels conseils peut-on finalement donner aux entrepreneurs, aux start-upers, aux porteurs de projets confrontés à une crise que personne n'avait anticipée et dont nous ne connaissons toujours pas les aboutissements? Comment rester optimiste? Jérôme a parlé d'incertitude pour l'avenir. Bien entendu, cette incertitude reste un facteur important. Mais n'oublions pas que cette crise va créer de nombreuses opportunités comme la régionalisation des économies, la réindustrialisation de notre pays et de l'Europe, l'accélération de la transformation numérique des entreprises et la transition écologique. Surtout, gardez confiance en vous, dans vos équipes et en l'avenir. Eh bien, merci Julien. Prochain épisode maintenant avec Superfast, la semaine prochaine? Oui, et on vous attend toujours plus nombreux. Concernant le thème de ce prochain épisode, on va vous apporter de nouveaux conseils pratico-pratiques pour développer votre business avec Denis Jacquet, CEO de Day One et président de Parrainer la Croissance. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci à vous de votre fidélité. Merci également à nos partenaires, le MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, IME France, l'association française des instituts du mentorat entrepreneurial. Et à très vite sur jobradio.fr et startupmedia.fr. Tous les épisodes de Superfast sont à écouter sur jobradio.fr en téléchargeant l'appli Job Radio et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.